Salut à tous, je suis Viviane Sinteta de Mathdelis. Dans cette vidéo, nous explorerons les bases du calcul vectoriel et du produit scalaire, des concepts essentiels en mathématiques et en physique. Que vous soyez étudiant ou simplement curieux, cette vidéo est pour vous. Installez-vous et plongeons dans cet univers fascinant. Et on commence avec la définition d'un vecteur, qui est un objet mathématique avec une taille et une direction spécifiques dans l'espace. Visuellement, un vecteur, il est représenté par une flèche, comme vous voyez ici, la flèche AB. Ça, c'est un vecteur dont la longueur indique sa taille et la direction de la flèche indique sa direction. Les vecteurs sont utilisés pour décrire des grandeurs comme la vitesse, la force ou le déplacement et sont sujets à diverses opérations mathématiques. Dans cette section, nous explorons les vecteurs dans un plan orthonormé, comme vous voyez ici, avec des axes X et Y. Et souvent, on les définit selon leurs coordonnées x, y, on l'écrit comme ça. Par exemple, le vecteur v avec des coordonnées x, 2 et y, moins 1. Pour trouver la magnitude ou la longueur, si vous voulez, qu'on appelle aussi norme d'un vecteur, on le définit avec le D bar, le double barre verticale comme ceci. Et pour le calculer, c'est toujours le carré de la norme est égal à x au carré plus y au carré, l'addition des carrés des coordonnées. Et ça, d'où ça vient ça? C'est en fait, on prend Pythagore sur le triangle qu'on a ici. Donc, ce côté, c'est le x, ce côté, c'est l'équivalent de l'y. Donc, la magnitude au carré, qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, ça va être x au carré plus y au carré, comme vous pouvez imaginer selon le Pythagore. Maintenant que nous avons introduit les vecteurs dans un plan orthonormé, explorons les opérations fondamentales que nous pouvons effectuer avec eux, l'addition et la soustraction. L'addition de deux vecteurs comme ceci, u et v, peut être visualisée en déplaçant le vecteur v de manière parallèle à lui-même pour le placer à la fin du vecteur u. La somme des deux vecteurs est alors représentée par le vecteur allant du début de u au bout de v, formant ainsi une chaîne de vecteurs comme on voit ici à côté. Alors, voici le vecteur u, voici le vecteur v, et si on fait à la suite, si on relie le début qui est ici et la fin qui est ici, le vecteur rouge qu'on a défini, alors c'est l'addition de u plus v. Quant à la soustraction maintenant, on poursuit de même manière. Mais à la place d'écrire par exemple la soustraction u moins v, on peut la visualiser comme une addition de u plus le vecteur moins v. Donc, qu'est-ce que c'est le vecteur moins v maintenant? Si le vecteur v est comme ça, le vecteur moins v, c'est le même vecteur avec la même longueur, mais avec une direction différente à l'opposé cette fois-ci. C'est pour ça qu'on l'appelle moins v. Donc, on poursuit exactement de la même manière qu'on a fait pour l'addition alors. On place à la suite, mais cette fois-ci d'abord le moins v et après à la suite le vecteur u, qui est plus possible pour faire à la suite. Et du coup, on relie le début à la fin pour faire la soustraction cette fois-ci de u moins v. De même alors avec l'addition, on peut avoir la soustraction. En utilisant maintenant la règle du parallélogramme, nous pouvons visualiser ces deux opérations. Si on prend le vecteur u, à la suite le vecteur v, et on finit le parallélogramme qui forme ces deux vecteurs, vous pouvez imaginer que le moins v c'est l'autre côté, alors les diagonaux de ces parallélogrammes forment l'addition et la soustraction respectivement de ces deux vecteurs. Alors, voici la diagonale qui forme l'addition et l'autre diagonale qui forme la soustraction de deux vecteurs. Comme ça, on a une visualisation plus intuitive dans un contexte géométrique cette fois-ci. Quant à la multiplication avec un scalaire, un nombre, parce que c'est comme ça qu'on appelle les nombres pour les distinguer de vecteurs, il suffit d'augmenter la longueur du vecteur autant de fois que le scalaire, en gardant la même direction selon bien sûr le signe du scalaire. Par exemple,
Si on a ici en bas le vecteur v, le d fois v, alors la multiplication du scalaire d avec le vecteur v, ça va donner un autre vecteur qui aura la même direction que le vecteur v, mais 2 fois plus long que le vecteur v. Je vous laisse imaginer ou dessiner même sur un papier qu'est-ce que ça va donner comme résultat. C'est ce qui est important, c'est de signaler qu'est-ce qui se passe quand le scalaire il est négatif. Comme dans ces cas-là ici en bas, le moins 1 sur d de v. Dans ces cas-là, on aura une direction à l'opposé de v, comme le signe moins négatif nous montre, et bien sûr comme longueur, 1 fois sur d, ça veut dire la moitié de v, donc on finit par avoir cette flèche rouge ici qui est un vecteur qui a la longueur de la moitié de v, mais avec la direction opposée de v. En comprenant ces opérations, c'est très important parce qu'on les utilise en mathématiques, dans des concepts plus avancés, en physique et dans de nombreux autres domaines. Donc, vous imaginez l'importance de toutes ces opérations, de les comprendre et de s'entraîner avec. Explorons maintenant les opérations de base sur les vecteurs des implants orthonormés en utilisant ces coordonnées. Pour additionner ou soustraire des vecteurs comme ceci, u et v, avec les coordonnées x1, y1 et xd, yd respectivement, on additionne ou soustrait respectivement les coordonnées correspondantes pour obtenir la somme ou la différence. Donc, on obtient un nouveau vecteur, disons w, qui aura comme coordonnées x1 plus xd et y1 plus yd, ou la même chose avec la soustraction si on parle pour la soustraction de deux vecteurs. Et pour multiplier un vecteur u avec les coordonnées x1 et y1, comme on a vu avec un scalaire, on fait pareil, on multiplie les coordonnées avec les scalaires. Donc, on voit avec des exemples pour comprendre un peu mieux. Si on veut additionner, par exemple, ou soustraire le u plus v, disons que voici le vecteur u et voici les coordonnées du vecteur v. Alors, le résultat va être un nouveau vecteur qui aura soit l'addition ou la soustraction. On va essayer d'abord avec l'addition. Alors, 7 plus 3, ça va faire 10 et d moins 1, ça va faire 1. Et voici, là, on parle pour l'addition de u plus v. Je vous laisse faire la même chose pour la soustraction pour voir qu'est-ce que ça va donner comme vecteur, la soustraction. Et si on a la multiplication avec un scalaire, comme le scalaire 2 par exemple, on multiplie chaque coordonnée avec ce scalaire. Donc ici, s'il s'agit du vecteur u avec les coordonnées 7 et 2, on va finir avec un nouveau vecteur qui aura le double des coordonnées, donc 14 et 4, et voici le d fois u. Et après avoir revu les notions de base sur les vecteurs, on continue avec une notion très importante en calcul vectoriel, le produit scalaire. Le produit scalaire mesure l'alignement de deux vecteurs dans l'espace représentés par un nombre. Par exemple, si on imagine les deux vecteurs AB et AC comme ceci, qui sont des forces qui tirent un traîneau avec le petit chien, qui forment un angle entre A. Le produit scalaire, en mathématiques, on le note comme ceci, en fait comme une multiplication entre deux vecteurs. Le résultat est toujours un nombre. Et ce nombre, c'est quelque part la mesure de la collaboration entre ces deux vecteurs dans l'espace. Il peut être positif lorsque les vecteurs sont alignés dans la même direction, négatif s'ils sont opposés, et même null s'ils sont perpendiculaires, donc ils ne collaborent pas du tout, en l'occurrence. C'est un outil crucial pour comprendre les forces de déplacement dans divers contextes. Et il existe plusieurs formules pour les calculer. Ici, dans cette diapositive, je vous donne 5 de ces formules et on va essayer de voir les 4 en détail par la suite. Et on commence avec la première formule, la formule trigonométrique. Imaginons qu'on a le produit scalaire AB et AC. Donc, selon cette formule, il est donné par le produit
des deux normes AB et AC, les longueurs des deux vecteurs, fois le cosinus de l'angle qui forme. Donc, si on a des vecteurs comme AB ici, de 5, une norme de 5, une longueur AC ou norme de 7, et l'angle qui forme entre eux de 60 degrés, donc le produit scalaire va être 5 fois 7 fois le cosinus de 60 degrés, que vous imaginez bien que ça va être un chiffre. Dans les cas spécifiques où on peut avoir soit le vecteur AB ou le vecteur AC égal à 0, vous imaginez comme c'est un produit de trois choses. Si un de ces trois choses il est à 0, le résultat va finir par être 0. De même, si on a des vecteurs qui sont perpendiculaires, donc qui forment un angle de 90 degrés, comme le cosinus de 90 degrés il est à 0, donc le produit scalaire va encore une fois finir par donner 0. Donc, voici trois cas spécifiques du produit scalaire où on obtiendra 0 à la fin. Voici encore un autre détail comme celle-ci. Si on veut calculer le produit scalaire MA fois MB dans des deux vecteurs qui forment un triangle inscrit sur un cercle où l'hypoténuse en fait de ce triangle est le diamètre du cercle, je l'appelle hypoténuse parce que peut-être je vous ai révélé que si c'est comme ça, on sait toujours que s'il s'agit d'un triangle rectangle, donc d'un angle 90 degrés, donc dans ces cas-là, on retombe sur le cas qu'on a parlé tout à l'heure, le produit scalaire va finir par être 0. Passons maintenant à la formule géométrique du produit scalaire. Cette formule utilise la projection orthogonale des vecteurs pour calculer leur produit scalaire. Imaginez que vous ayez les deux vecteurs AB et AC comme on a vu tout à l'heure. La projection orthogonale d'AB sur AC est comme l'ombre portée par AB lorsqu'il est projeté sur AC. Imaginons alors cette ombre ici, AH, d'AB sur AC. Donc si on retourne sur le produit scalaire, on va remplacer les AB par son ombre et on va calculer selon la formule trigonométrique qu'on a vue tout à l'heure. Il va être égal à la norme de AH cette fois-ci fois la norme AC fois le cosinus de l'angle qui forme cette fois-ci l'ombre et l'AC qui est 0 degré comme ils sont collinaires. Et comme le cosinus de 0 degré il est égal à 1, il va finir par le produit de deux normes, de deux largeurs. Si l'ombre est D par exemple, et l'AC, on a dit qu'il a une longueur de 7, il va faire 2 fois 7 égale 14. Voici le produit scalaire. Et regardez un autre cas ici en bas où le vecteur AB et le vecteur AC, ils forment un angle plus que 90 degrés. Donc l'ombre de AB, AH, cette fois-ci, elle va former un vecteur à l'opposé de AC. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, il ne va pas être 0 degré, mais il va être 180 degrés. Donc si on voudrait calculer le produit scalaire de AB fois AC, dans ce cas-là, on va remplacer l'AB par son nombre AH fois AC, mais selon la formule trigonométrique, il va être la norme de AH fois la norme de AC fois le cosinus de 180 degrés cette fois-ci, qui est égal à moins 1. Donc, le résultat va être 2 fois 7, mais fois moins 1, donc moins 14. Et voici le produit scalaire des deux cas qui peut être représentatif et assez générique pour couvrir tous les cas que vous allez rencontrer avec une formule géométrique du produit scalaire. Et si on continue avec la formule avec les coordonnées, là, selon cette formule, on calcule le produit scalaire en multipliant les composants correspondants des vecteurs et en additionnant les résultats comme ceci. Donc, si on a un AB et un AC avec ces coordonnées, donc il suffit juste de multiplier les 7 fois 3 et on additionne les 2 fois moins 2. Et c'est comme ça, on obtiendra 21 moins 4, 17 comme produit scalaire.
L'avantage de cette approche est sa simplicité et sa facilité d'application dans des contextes où les vecteurs sont définis par leurs coordonnées. Découvrons maintenant la formule du produit scalaire en utilisant le théorème de la médiane. Ce théorème nous permet de calculer le produit scalaire à l'aide des longueurs des côtés d'un triangle. Soit alors AB et AC, deux vecteurs qui forment le triangle ABC, et AI, la médiane du triangle ABC issu de A, qui découpe le BC en deux parties égales. Selon cette formule, le produit scalaire ABAC, il est égal à la médiane au carré moins le troisième côté BC au carré divisé par 4. Si on voudrait appliquer ça pour calculer le produit scalaire MA-MB, comme on a vu au tout début du produit scalaire, on peut appliquer, parce que la médiane c'est les MO, en fait, comme AO et OB sont égales, ce sont les rayons du cercle, on peut replacer selon cette formule-là. La médiane va être les MO au carré, moins le troisième côté de ce triangle, alors AB au carré divisé par 4. Et si on replace par rapport au rayon de ce cercle, MO c'est un rayon, donc ça va être le rayon au carré, moins AB c'est deux fois le rayon comme c'est le diamètre, faites attention, tout ça au carré alors, divisé par 4. Et si je continue à simplifier, on aura le rayon au carré moins 4R au carré. Faites attention, j'applique le carré à tous les composants de cette parenthèse. Je finis par avoir cette fraction et pour ajouter les deux fractions, je vais multiplier le premier par 4 pour faire le même dénominateur, donc moins 4R au carré divisé par 4, et tout ça, ça va finir par me donner 0, qui est bien entendu parce qu'on a dit que MA et MB, ce sont des vecteurs perpendiculaires, donc on attend par défaut avoir un produit scalaire égal à 0 dans ces cas-là. Mais on l'a aussi prouvé avec cette formule selon le théorème des médians aussi. Explorons maintenant les propriétés du produit scalaire qui sont essentielles à comprendre pour manipuler efficacement les vecteurs. On commence avec la commutativité qui nous dit que l'ordre n'a pas de différence au produit scalaire, donc ceci et ceci sont exactement le même. On continue avec la distributivité. Comme on a la distributivité dans l'algèbre en général, ça on peut l'appliquer aussi avec les vecteurs, donc ça c'est la même chose que ceci. L'associativité, s'il y a un scalaire entre un produit scalaire, l'ordre aussi n'a pas de différence. Donc, on peut faire soit d'abord la multiplication avec les scalaires et après le produit scalaire entre les vecteurs, ou d'abord le produit scalaire et après la multiplication avec les scalaires. Et finalement, si on a un produit scalaire égal à 0, on peut déduire que ces deux vecteurs sont des vecteurs comme on les appelle orthogonaux, donc ils forment un angle de 90 degrés. Et voici maintenant un nouveau théorème fondamental, le théorème d'Al-Kashi. Pour le comprendre pleinement, revenons d'abord sur le théorème de Pythagore, un concept bien connu en géométrie. Donc, selon le théorème de Pythagore, sur le schéma à gauche qu'on voit, dans un triangle rectangle, avec un angle droit de 90 degrés, et seulement de ce type de triangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de longueur des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse, c'est celle qui se trouve en face de l'angle droit, donc c'est le BC au carré. Il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, les AB et les AC. La formule de Kashi généralise le théorème de Pythagore. Donc, au schéma à droite, on voit qu'il généralise le théorème de Pythagore au triangle quelconque, pas seulement au triangle avec un angle droit, permettant de calculer la longueur d'un côté, connaissant les longueurs des autres côtés et l'angle opposé. Selon la Kashi alors, on peut avoir le BC au carré, il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, moins deux fois le produit des deux autres côtés, fois le cosinus de l'angle qui forme les deux autres côtés, en l'occurrence l'angle A. Ça vous rappelle quelque chose tout ça? C'est le produit scalaire des deux autres côtés, AC et AB.
Donc, en reliant le théorème d'Al-Kassi au produit scalaire, nous obtenons une méthode puissante pour calculer les angles et les longueurs dans des configurations plus complexes. Cela nous permet d'étendre nos capacités de calcul et d'analyse dans des contextes géométriques et trigonométriques, offrant ainsi une compréhension plus approfondie des relations entre les vecteurs et les formes dans l'espace. Il y a plusieurs problèmes où Al-Kassi nous aide à calculer tout ça, donc faites attention et pensez toujours à l'Al-Kassi si vous avez besoin de relier quand même des côtés d'un triangle quelconque. Et pour finir, la méthodologie pour mettre les produits scalaires en pratique dans plusieurs problèmes que vous allez rencontrer est la suivante. D'abord, il faudra choisir la formule appropriée. Pour cela, il faudra lire et relire bien le problème, décoder toutes les informations données, essayer de décrypter qui est l'inconnu et voir quelle est la formule qui est la plus appropriée par rapport aux informations données. Et une fois que vous avez détecté l'inconnu et la formule que vous allez utiliser, il faudrait résoudre l'équation de cette formule selon l'inconnu. Par exemple, si on a décidé que la formule appropriée est la formule trigonométrique, on pourrait calculer l'angle, par exemple, si on résout l'équation selon l'inconnu qui est l'angle. Et on peut même trouver si les vecteurs sont orthogonaux, si au final, le produit scalaire est égal à 0 ou l'angle finit par être 90 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les calculs vectoriels et les produits scalaires. J'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un pouce levé si vous avez apprécié le contenu et n'hésitez pas à explorer davantage ces sujets en vous abonnant pour plus de contenu mathématique. À bientôt. Γεια σας!